Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Johnson Mabia Madika est celui qui manquera à l'appel si jamais les principaux représentants des démembrements des ministères de l'Habitat et du Développement urbain, de l'eau et de l'énergie, du cadastre et des affaires foncières, des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat dans le département d'Undian recouvraient leur liberté et pour cause, il a été tué par ses ravisseurs. Le 15 juin 2021, les délégués départementaux suscités ainsi que Johnson Mabika Modika de l'économie, de la planification, de l'aménagement du territoire, ainsi que le chef de centre des impôts du département d'Undian sont kidnappés à Bassoré-Baloué, un village de l'arrondissement des Kondotiti, département d'Undian, région du Sud-Ouest. Un rapt qui, de l'avis du préfet d'Undian, serait l'œuvre des bandes armées qui pilulent dans cette zone. Une nouvelle page du conflit entre les forces de défense et de sécurité et les forces d'opposition, alors que le général de brigade, un cavalier commandant de la 5e région militaire interarmée, vient de boucler l'opération Kumbo Clean dans le département du Buy, région du Nord-Ouest. Les ravisseurs ont choisi de frapper au cœur de l'administration du département d'Undian. Amenés dans 2 camps séparatistes, les ravisseurs exigent des rançons allant de 28 à 32 millions de francs CFA pour leur libération, d'après le préfet du département d'Undian. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Julien Berthe Bissaï. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Enlèvement et assassinat de fonctionnaires dans le Nozo, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. La situation est-elle sous contrôle? C'est une interrogation pour tenter de répondre à celle-ci. Nous avons invité en plateau ce soir Maître Fidèle Djoubissi. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir et salut à tous les téléspectateurs de Equinox Soir. Voilà. Bonsoir Didier Mkwa. Bonsoir Serge Alain Autour. Je dis bonsoir à tous nos téléspectateurs. Je voudrais profiter de ce plateau pour envoyer un message au professeur Maglo Andoua, le recteur de l'Université de Douala, qui est en train de piloter un très grand projet, la construction de centres professionnels de l'Université de Douala. Et si mes informations sont justes, ce serait le fruit de son entregent. Ce complexe-là est construit dans une zone inondable. Et en tant que militant écologique, j'ai des inquiétudes. Il semblerait que, parle bien au conditionnel, que ce projet n'aurait pas prévu un centre de traitement des eaux usées. Et lorsqu'on voit le volume du complexe, et surtout qu'il y a une forte population, il y a la densité de la population qui vit en contrebas, devrait subir le rejet des eaux usées, et Douala a encore des foyers de choléra. Je pense que Monsieur le professeur Maglo Andoua, à votre convenance, vous allez nous recevoir afin que nous discutions amicalement sur ce projet-là. Parce que si vraiment il n'y a pas de station de traitement des eaux usées, je pense que ce serait une tache noire sur ce grand projet. OK. Fabrice Lena, good evening. Welcome. Good evening, Serge. Good evening to all the viewers of Equinox Soir program. I want to use this occasion to say good evening to Justice Aya Paul Abine, taking care of a lot of IDPs and orphans in St. Valentine Orphanage in Boya, and to Abine Aya doing a lot of work in the Aya Foundation to relieve those that are being affected by this war. I want to also encourage my friend from the North who has been doing a lot in the Anglophone crisis in Prison Watch program, Abubakari Siddiqui, with whom we have done a lot of work to see how we can contribute to solve and end the bloodshed in this crisis. Thank you for having me as your guest. Okay. I want to say good evening to my co-panelists. Ok. Bonsoir. Honoré César Ngoubon.
Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes copanélistes. Un bonsoir particulier à toute la jeunesse et à la population du Djan qui se sont levés comme un seul homme et ont dénoncé la barbarie qu'ils ont subie. Il faut leur relever que c'est la première fois que ce département est attaqué et il faut pouvoir le souligner. Étant le département du chef du gouvernement, Premier ministre, nous nous posons bien la question, pourquoi non, on ne peut pas dire que c'est la première fois. Quelques jours avant la nomination de Chief Dr Joseph John Gauthier, on a mis le feu à sa résidence. Non, il faut préciser, même si on peut pouvoir élucider sur le fait qu'il y a eu peut-être quelques effets sporadiques, mais qui n'ont pas eu effet, il faut pouvoir souligner la souveraineté et la sauvegarde sécuritaire qu'a eu ce département, d'abord du fait des jeunes de ce département, de la population du Djan. Et je voudrais saluer ces jeunes-là et leur dire félicitations, un grand bravo à ces populations-là qui tiennent de main ferme pour que leur département reste épargné de tous ces crimes qu'on voudrait leur faire subir. Voilà, nous prenons donc la direction de Hambourg, en Allemagne, où nous attend le 5e invité de ce numéro Equinox Soir. Lui, c'est Paddy Assanga. Bonsoir, Paddy Assanga. Bonsoir, bienvenue à l'émission. Yes, Serge Alain Otu. I want to first of all say good evening to all your guests, and particularly to the youth who is sitting with you there, Fabrice Lena, a very, very courageous youth. And I want to give all my courage and all my support to them because they are the future of tomorrow. You want to understand that I'm sitting with him on the same platform, but we are not of the same age generation. That said, Serge, talking about what happened to Johnson Mabia. It is not the first time I want to think about... Permettez Paddy Assanga, j'ai envie de vous poser une question. Qui a tué Johnson Mabia Modica? Pourquoi lui? I will tell you that, but I will not say who killed him without remembering all those who were killed by the same group that call themselves Ambazonia, and they have their people sitting here in the diaspora. So my thoughts goes to his family, goes to the family of Florence Ayafor, goes to the family of Treasure, goes to the family of Bebe Blanche, goes to the family of Efong Jian, who was buried alive, goes to all the family of the 3 chiefs that were killed in the Bialem, and you heard from one Ambazonian voice who are responsible for that. You have heard Chris Ano say that they are the people who kidnapped the divisional officers. You have heard a certain Don Pacho come here and tell you that they are asking 1 billion. Don Pacho, who is Don Pacho? Don Pacho is an Anglophone Cameroonian who is sitting somewhere in Spain asking for asylum. He has not gotten his asylum, but that is how Ambazonia operates. So there are people sitting in the diaspora who have claimed responsibility. Serge Alain Otu, I just sent you an audio message, a voice which I recognize. I know the person who is talking. It is not my place to do the government job, but that person is coaching those boys who are still keeping 5 orders that those people should be killed. And those people who killed Johnson, they are Ambazonians. They have taken responsibility for that, and we should do our job and let our people know, let the international community know that anybody who sits here in the diaspora and talking on behalf of the Anglophone, he doesn't have my mandate. Neither does he have the mandate of John Fundi. He doesn't have the mandate of Christian Cardinal Tumi, who are behind me. They were kidnapped. They have witnessed the same, but they were lucky that they were known by the people, and they have an influence in the international world. That's why we still have them alive. These things have been done by people who are sitting here in the diaspora, and they have taken responsibilities. In the course of our debate, we are going to develop on that, and I will tell you more. Thank you for having me. Congratulations to you, Equinox Television, Fabrice Lena, Didier Yumkwa. Let's speak the truth to our people, and only the truth will serve us free. Thank you. Merci Paddy pour ce premier jet. Je vous pose la question, comment comprendre que des hauts fonctionnaires soient
je vais peut-être dire, enlever aussi facilement. Comment ça s'explique? Oui, Serge Alain, Honoré César. Il faut pouvoir mentionner qu'ici, nous ne sommes pas en face d'un groupe de séparatistes ou de sécessionnistes. Il faut qu'on le dise clairement une fois pour toutes, nous sommes en face d'un groupe de terroristes. Oui. Nous sommes en face d'un groupe de bandits. Nous sommes en face d'un groupe de pilleurs, de kidnappeurs, et qui veulent que semer la terreur et créer une certaine peur auprès des populations. Et il faut pouvoir souligner également que ces groupes de terroristes ont fait plus de victimes que Boko Haram et le coronavirus. Donc, aujourd'hui, je loue le dynamisme déjà des jeunes et des populations du nord-ouest et du sud-ouest qui ont finalement compris quelle était les vraies missions de ces terroristes, de ces bandits qui ne veulent que dérober, détruire. Aujourd'hui, je pense que la population, si nous en sommes arrivés là, c'est parce qu'elle-même, elle s'est rendue à l'évidence, elle a pris les choses entre les mains. Elle a désormais établi une collaboration avec les autorités compétentes. Et aujourd'hui, il ne se passait pas une semaine sans qu'on puisse suivre des rapes, des agressions de part et d'autre. Aujourd'hui, nous arrivons à faire des semaines, voire des mois. Et ça ne plaît pas à ceux-là qui avaient déroulé leur agenda de pouvoir mettre le pays en mal. Donc, je voudrais souligner ici que quand on a identifié ces terroristes-là, il faut leur faire savoir que l'armée reste en éveil, l'armée collabore, les populations doivent collaborer avec cette armée. Et pour l'assassinat de ces délégués départementaux, je pense que lorsque vous voyez-vous, Serge Alain, on n'est pas différent de l'assassinat par bombe explosive qui avait touché la déléguée départementale de la communication. Lorsque vous avez en face d'une nébuleuse comme celle-là, les délégués kidnappés aujourd'hui et celui qui a été tué, je pense que ces terroristes poursuivent le même objectif qui est celui de s'aimer la terreur auprès des populations. Maintenant, sur un plateau comme celui-ci, sérieux comme celui-ci, je vois très mal qui parmi nous pourra défendre ce type de cause. Il faudrait tout simplement que nous nous unissions, main dans la main, pour mettre stop à cela. Parce qu'aujourd'hui, la communication joue un rôle important aussi par rapport à ces messages qui veulent passer. Mais je pense qu'unanimement, après ces débats, nous allons pouvoir tirer les conclusions qui sont mise en marche, parce que l'État a déployé tout l'arsenal nécessaire pour appeler les uns et les autres, ceux qui voulaient porter le nom de sécessionnistes et ou séparatistes, ils ont été appelés à la table. Aujourd'hui, il n'est plus question qu'on retrouve des individus qui continuent à causer ce type d'actes et veulent porter un nom qui ne leur appartient pas et qui ne leur sied pas. Voilà. Maître Fidèle Doumbissi, si haut fonctionnaire, kidnappé tout d'un coup est déjà un mort. Pour vous, est-ce qu'il y a un message derrière? Monsieur Serge Alain Autour. Un assassinat, on va le dire. Oui, c'est un assassinat de trop, un assassinat de plus, et qui met la République dans le deuil, qui place la République dans le deuil, pour une guerre qu'on aurait pu éviter. Et la question se pose aujourd'hui de savoir, est-ce que la guerre est terminée dans le nord-ouest et le sud-ouest? La réponse est non. Parce que tous les jours, les informations qui nous parviennent de cette zone sont alarmantes. Et les sécessionnistes ou bien les groupes armés ne font que se renforcer au fur et à mesure que le temps passe. Et la guerre s'intensifie. Donc, la situation ne pourra être sous contrôle que si la guerre est finie, que si on met fin à la guerre. Et c'est ce que nous demandons au gouvernement, de faire des efforts pour la guerre contre qui, à la guerre. La guerre, c'est contre qui? Oui, il y a une guerre qui a été déclarée. Déclarée par vous appartenez à un parti politique. Vous appartenez à un parti politique qui est le MRC. Exact. La guerre dont vous parlez sur ce plateau, c'est la guerre contre qui? Il y a la guerre. Dites au téléspectateur, pas moi. C'est la guerre contre qui? Il y a la guerre qui oppose les groupes armés. Le délégué assassiné, il est concerné dans cette guerre? C'est une zone. Les populations assassinées, les enfants assassinés sont concernés par cette guerre? Vous parlez de quelle guerre? Même s'ils ne sont pas concernés, c'est les gens qui vivent dans la zone.
Et c'est irresponsable d'ailleurs pour un gouvernement comme le vôtre de contraindre les fonctionnaires à continuer à travailler comme le nôtre. Oui, le régime RDPC. Ça je veux dire. C'est vous qui avez contraint les fonctionnaires à rentrer travailler. Parce que il y a eu des décisions que les autorités administratives ont prises en menaçant les fonctionnaires de gel de salaire. Oui, mais c'est parce que vous avez encouragé l'achat des armes pour continuer à perpétrer ces crimes-là. Jamais. Si vous avez encouragé. Donnez une seule preuve. Vos éléments du. Donnez une seule preuve. Les membres de votre parti ont-ils fait la collecte pour acheter des armes? Jamais. Vous ne pouvez donner Est-ce que les membres de votre parti vous ne pouvez donner aucune preuve l'achat des armes pour pouvoir donner à ces terroristes? Le mouvement, oui ou non? Vous voulez que je donne quelques noms? Laissez-moi répondre. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun n'a jamais été associé à cette guerre. Tout au contraire, il se bat pour que la guerre prenne fin. Et nous avons déjà payé le prix fort. Nous avons déjà payé le prix fort. Même notre président était en prison. Notre président était en prison parce qu'il a revendiqué la fin de la guerre. Nos militants ont été en prison et ils y sont encore. Professeur Alain Foguet est en prison. Salomon Bias est en prison. Parce qu'il a en prison parce qu'il a demandé la fin de la guerre. Donc les responsabilités aujourd'hui incombent au régime RDPC. Ok, voilà. Situation sous contrôle, comme disent, on entend souvent les discours des administratifs, mais sur le terrain, quand même, j'ai évoqué le cas dans la région du Nord-Ouest avec l'opération Kumbo Clean, du général Cavalet qui est venu féliciter le colonel Matian, ouais, je crois bien, qui a conduit l'opération Kumbo Clean. Mais de l'autre côté, dans le Sud-Ouest, on a cette actualité-ci. 5 délégués départementaux et le principal responsable des impôts dans le Diane qui sont enlevés, déjà un mort. Comment, je vous pose la même question, comment on en arrive à enlever aussi, on va peut-être ajouter facilement des hauts responsables de l'administration comme ça. Citoyens sous contrôle, vous avez dit situation sous contrôle, oui, mais. Pour répondre de ces gens-là autour, je voudrais convoquer 2 déterminants majeurs. D'abord le contexte, ensuite la responsabilité des hommes politiques et ce qu'on appelle les membres de la société civile. D'abord le contexte. Nous sommes dans une situation d'enlisement et on va vers le pourrissement. Pour vous, ça s'est enlisé, la situation? Oui, c'est un enlisement. Oui. Moi, je convoque ici une neutralité axiologique. Ce n'est pas le militant du FSSC qui parle, c'est le militant écologiste. C'est-à-dire, je fais une analyse froide. Nous sommes dans l'enlisement, dans le pourrissement. Et vous savez, cette guerre, ou bien ce conflit armé, je préfère conflit armé, est en train de muter vers ce qu'on appelle la guérilla urbaine. Les modus operandi de la guérilla urbaine sont ce que vous venez de citer là. C'est des enlèvements, c'est des assassinats ciblés, c'est des rapts. Et la question qu'on se pose maintenant, avant d'aller questionner la responsabilité d'un certain nombre d'acteurs, c'est qu'est-ce qui se passe? On peut trouver des explications. Est-ce parce que ces bandes armées n'ont plus assez d'éléments, hein? Est-ce peut-être elles n'ont plus... On est en train d'assécher les sources de financement? Est-ce parce que les populations du Nozo sont fatiguées de cette guerre, n'adhèrent plus à ce conflit? C'est autant de questions qu'il faut se poser. C'est autant de questions qui nécessitent de très bonnes réponses et de réponses durables. Là, ça me permet maintenant de questionner, et je voudrais, avant d'aller questionner la responsabilité des acteurs, il ne faut pas ignorer que l'assassinat de ce jeune fonctionnaire advient au moment où il y a une réunion des gouverneurs à Yaoundé. Et la ligne rouge de ces réunions, c'est la sécurité. La sécurité. On l'enlève, et c'est pour répondre au gouverneur que... Pourquoi j'ai demandé? Parce que c'est un signal. Il faut décrypter le geste. Est-ce que
c'est une façon de répondre au gouvernement camerounais que malgré le fait que nous ne pouvons plus affronter les forces de défense et sécurité, nous sommes encore là. Voilà des analyses politologiques qui nous permettent de comprendre la situation. Mais maintenant, je vais aller questionner la responsabilité des acteurs politiques et ce qu'on appelle les membres de la société civile. Serge Alain Autou, lorsqu'on est en face d'une situation pareille, la décence nous oblige à être moins condescendants, à reconnaître qu'à un moment donné, nous avons posé des actes qui ont enflammé la situation. Si possible, pourquoi pas demander pardon, parce que c'est le Cameroun qui est aujourd'hui malade. Quand le nozo est malade, c'est comme le corps humain. Quand vous avez mal à l'orteil, c'est tout le corps humain qui est malade. Voyez-vous, quand je parle d'humilité, il y a un personnage qui me vient en tête, c'est Laurent Gbagbo. Il faudrait que les hommes politiques camerounais qui ont fait de ce conflit un fonds de marketing politique, je parle à des nécropoliticiens, prennent une graine sur la trajectoire politique de Laurent Gbagbo. Voyez-vous, la vie de Laurent Gbagbo, la vie politique de Laurent Gbagbo n'a été faite que d'humiliation. Il s'est toujours humilié. Il a fait la prison avec Houphouët-Boigny. Oui. Pendant qu'il était au pouvoir, on l'a humilié. On est allé jusqu'à lui imposer un premier ministre rebelle qu'il a accepté parce qu'il aimait son pays. Après ça, on l'a humilié. On l'a vu lorsqu'on l'a enlevé dans son palais. On l'a amené à l'hôtel de golf. On l'a vu à Korogo, quelque chose comme ça, à ces pays. Il a dit ceci: vous ne voulez pas comprendre le sens de mon combat, mais quand vous allez comprendre le sens de mon combat, les plus chanceux seront en prison, d'autres seront morts. Il y a une photo qui revient sur les réseaux sociaux pendant qu'il était à l'hôtel de golf, pris comme un rat d'égout. Il y a deux personnages qui étaient en train de boutonner sa chemise. D'un côté, l'ancien premier ministre, de l'autre, Ouattao. Vous savez où ils sont aujourd'hui. Père leur âme. Aujourd'hui, Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire comme un héros. Cela me rappelle un certain février 90, je crois le 11 quand Nelson Mandela quittait la prison. Ce monsieur, d'après les commentaires que j'ai suivis, parce qu'il y avait plus de 500 journalistes mobilisés pour le retour de Gbagbo, quelqu'un a dit: Laurent Gbagbo est le noir le plus populaire sur la planète. Je voudrais que nos hommes politiques aujourd'hui, qui continuent avec un discours empreint matiné de roubladise, de faire attention. Ceux qui ont refusé, par exemple, d'aller au dialogue, le refus d'aller au dialogue, c'est une caution morale à tous ces bandits qui tuent et assassinent. Il ne faut pas chercher à justifier. Il faut sortir du manichéisme paresseux. Le temps aujourd'hui n'est pas à trouver des boucs émissaires. La bouquémérisation n'est pas la solution. Mettons nos particularismes idéologiques entre parenthèses et résolvons le problème du Cameroun. Je dis encore que lorsqu'on aime son pays, on dialogue. On accepte d'aller au dialogue. On met de côté des conditions pernicieuses, vaporeuses. On va au dialogue. Parce que le dialogue, c'est des compromis. C'est des compromissions. Si Gbagbo a accepté avoir un rebelle, et vous savez où se trouve Guillaume Soro aujourd'hui? Il est en train de boire de café dans tous les cafétérias là-bas en Europe, alors que Gbagbo est rentré chez lui étant héros, parce qu'il a accepté s'humilier. C'est l'humilité qu'on a. On aime son peuple, on s'humilie. C'est pour ça que j'interpelle les hommes politiques. Okay. Que rien ne sert de rester arc-bouté sur le manichéisme paresseux, toujours trouver un bouc émissaire, un responsable assis. Non, aujourd'hui la situation est très très grave. Okay. La situation est très grave. Merci Didier. À tout moment, tout le monde, n'importe qui peut mourir. Merci Didier. Fabrice Léna, pour vous, si responsable enlevé, et pas des moindres, il faut le dire comme ça, est-ce que c'est un signal que ces ravisseurs ont voulu envoyer? Pourquoi en arriver à l'assassinat de l'un d'eux? Pourquoi, comme la question que je posais à Padia Sangar au début, pourquoi un responsable est assassiné? Alors qu'il y a une rançon, il y a des rançons qui sont demandées. Well, Serge Alain, I would first of all like to say that may the souls of all that have perished in this crisis rest in peace.
it is really a pity that our country is at this stage where one's life does not have a guarantee for the next moment that is coming. If the guy is killed, then there is a question as to be apprehensive about an invisible hand into the issue of their kidnapping, their mission, and why him. Because, you know, as a government official and a civil servant of his magnitude, going to such a mission without security forces, Indian division, where it has been recurrent for such combat between the restorationists. Il n'y avait pas de la sécurité autour de cette délégation? Of course, the security was not. We will have seen clashes between the separatists and the civil servants and the armed forces, but there was none. The kidnapping was so easy. They just took them and went with it. And what comes to my mind is the fact that since this kidnapping took place until one of the persons have been killed, the government of Cameroon has not made any communique to it. They have not said anything about it. It's like the life of the civil servants in this zone does not even matter to the government in place. It's like they are more preoccupied with other issues. And this is because government has lost control over its own population. Because you are talking about control, they have lost control over its own population because they have refused to accept proposals from political parties, political personalities, religious personalities, and civil society organizations as to how everyone can collectively tackle this problem to come to an end. And this is because since 2021, we saw several issues coming in Cameroon: COVID-19 money, COVID gate, CAN 2022, money with IMF. The government is having a lot of issues at their decks. The government is not organized. Anglophone crisis at a particular time because of propaganda that is not true. Some ministers and the commanders on the ground come and say situation is under control. Il y a quelqu'un qui oppose the resistance. But today we are seeing how the restorationist forces are being stabilized, organized, and you see their target is either government, civil servant, or military. Non, lui il dit que ce sont des bandits. Vous dites Well, que c'est des forces séparatistes. If he says it is his words that he's using, I don't agree with him. I don't agree with him because it is the government of Cameroon that refused to give those people the credibility that the government. Les séparatistes demandent des rançons. Of course, you know, during conflict situation, Mr. Serge Alain, you need to understand that in every conflict that has existed in Africa, there must always be some individuals that want to benefit from it. That one is clear. Never will there be conflict without thieves. Even when 2017 violence came in, thieves has been existing in Northwest and Southwest, and they are still existing in the conflict situation. And now, for someone who come and sit comfortably in the plateau, like my brother of the CBDM regime, to say that they are thieves, they are terrorists, I want to ask him if he does not have. Permettez. Fabrice, ma question est Fabrice, ma question est celle-ci. Ils ont demandé, d'après le préfet d'Indiane, entre 28 et 32 millions. 50 millions. Oui. Comment on en arrive donc à assassiner le Johnson Mabika? Pourquoi Johnson Mabia? I cannot explain. I am not in their leadership or in their activities on the ground to give you explanation why they killed that particular person. Oui. But I think that there must be something somewhere that caused them to kill that particular person, because as to videos circulating on the social media from the leadership of the separatist movement said, they use him to set example to the government that if you keep on sending people to come and enforce administration, whereas you don't want to solve the problem, you don't want to accept negotiations, we are going to continue setting this example. Écoute, ce que tu dois dire, you will not tell me what I have to say. Je peux être d'accord avec toi, c'est que you will not il y a une économie de guerre. Moi, je dois dire. Parce que tu parles avec beaucoup de certitude. Tu parles avec beaucoup de certitude. Oui, mais c'est ce que je pense. Comme si tu es un chef de gang. Tu n'es pas un chef de gang.
à ce que je sache. Tu n'es pas un chef de gang. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a une économie de guerre. Il y a tout. Il y a le trafic. Non, c'est connu. Il y a un trafic. Je peux vous parler par exemple du trafic du carburant. Tous les carburants qui sont vendus au bord de la route, ils viennent du Nozo. Donc il y a un trafic de produits illicites dont on ne contrôle pas. Le Nozo est presque devenu, dans certaines situations, des no-man's land, des sociétés anomiques. Ça ne sert à rien de dire qu'à cause de ceci. C'est pour ça que nous vous invitons à être un peu plus humbles. Je vous ai dit tout à l'heure à l'entame de mon propos, regardez, parce que c'est aussi ça, l'histoire est pouvoir d'argument. Il faut savoir tricher. Il faut lire les bibliographies. Il faut voir ce que M. Laurent Gbagbo est en train de faire. Vous comprenez? Donc il y a une économie de guerre. Il y a des gens qui ne sont même plus prêts à lui dire que cette guerre-là prenne fin. I listen to you, carefully. 1 minute. Fabrice, Just 1 minute. Allez-y, Fabrice. If I listen to you carefully, you say we need to have humility and lessons. I remember before the national dialogue, the President of the Republic went to France and said that he masters and knows the Anglophone crisis, its origin, and he was part of the commission in Ahidjo's government that was formed to look at the Anglophone question before he actually became the head of state. And you know the history of Cameroon, how people have been writing petitions to the presidency of the Republic, from Goji Dinka right up to the Fundis in the 90s, right up to 2016, when people decided that no, enough is enough. First Anglophone conference, second Anglophone conference, send all the letters. How humble will you want people to be in a government that does not listen to its citizens? Exactly. The people have been patient for long, and there is a period of time that if you are too patient, you have to be at the wall. You say, it is better not to live than to live a dishonorable life or a slave in your own country. We are calling our government to be responsible. Responsible means that listen to your population. The population has been saying you bring all remedies, is not working, but you don't want to apply what the international community is prescribing. You don't want to apply what civil society is prescribing, and you are bringing only your own measures. This is where we are today. We still continue to tell the government, if you want to have control over the restive regions of Northwest and Southwest, as you want to call former British Southern Cameroons, the best thing is to negotiate with all those you call terrorists. They are not terrorists. They are people who are angry with the system of governance in their country and want reforms. And in DR Congo, when Mobutu was there, he went and negotiated about the peace and unity of his country with Desiree in South Africa. In Nigeria, Ojukwu went and negotiated with Gowon in Aburi in Ghana. We can also go and negotiate elsewhere in Africa. It must not only be in Cameroon. Voilà, on va prendre l'avis de Padia Sanga. Padia Sanga, les ravisseurs exigent entre 28 et 32 millions. Petite question, qui doit payer? Les familles, le gouvernement, ou bien est-ce que on devrait payer? Padia Sanga. Serge, please, I like Equinox for its objectivity and its pertinence. I like Equinox for its focus on the subject and the search for truth to edify our people. I've heard a lot of lucubrations, lies, and political aggrandizement on this platform. And please, don't marginalize me because I'm sitting somewhere in the white boys' country. I'm not an American, and I've never asked anybody's head to be chopped off. I don't belong to any organization, ONG, that collects money and sends to the boys on the ground in the name of humanitarian. Most humanitarian organizations in Cameroon that some of you are talking on this platform, they are the people, they are serving like couriers to the Amber Boys. I don't want to mention names here. Suivez mon regard. I am not the one investigating some organizations for collecting monies from Ayabacho. Where is the moral caution to those organizations? Collecting monies from those who said they were going to send money to Field Marshal. Send money to Field Marshal to do what? To decapitate, to kill chiefs in Libialem? Is that what we are talking about here, Sage? Please, let's be very, very honest and reconcentrate on the subject matter and stop playing political games. Yes, I was trained in the SDF, and I'm talking here as an SDF militant, and you people know what we
of the SDF went to the national dialogue and proposed. We said, let's adopt the Canadian model and put in our own specificity as Africans. We have in the Canadian model the French and the English. What is preventing Mr. Biya's government? But people want to come here and aggrandize themselves and tell lies. And I'm going to debunk those lies now. I will start with the first one. They are talking about civil servants, that people are forcing civil servants to go and work. If those civil servants don't go and work, will you collect that your money that you have collected in the diaspora, war draft, and send to them so that they should be living on it? What would they live on it? What would they live? You want people to stop going to teach. You want people not to become civil servants, but you sit here, you don't have a war fund, but you want to pay your rent, call yourself president, give yourself positions, and people will be sitting there and begging. Whereas they have been in that system, built their careers for 30 years, 20 years, 25 years, 15 years, 10 years, and you come in 2 years, 3 years, 4 years, you say, no, if you go there, we'll catch you, kidnap you, and kill you, and you should leave your job. Are you going to pay them? We have heard them, collected money, even steal money that was meant for people like Mancho BBC. That was done by ONGs. What are you telling me about? So who is going to pay the ransom? That was your question. Am I right? Or re-ask me your question, Serge. Merci, Padia Sanga. On va recueillir l'avis des autres. Oui, d'abord, sur la 28 millions, entre 28 et 32 millions, qu'est-ce qui doit se passer? Oui. Qui doit payer? Parce que nous avons... qui doit payer? Les familles, chaque département ministériel qui a son délégué en captivité. Comment ça doit se passer? Avant de répondre à votre question... Sauver des vies, ces vies qui sont... Avant de répondre à votre question, si j'allais tout permettre que je revienne sur ce que Fabien venait de dire tout à l'heure, parlant de la sécurité des 6 délégués. Il faut déjà préciser que les 6 délégués se sont déplacés sans informer les FMO pour assurer la sécurité. Premier cas. Le deuxième point... C'est possible dans ce contexte-là? Ils se sont déplacés, ils n'ont pas informé les FMO du Sud-Ouest pour pouvoir prendre soin de leur sécurité, des mesures de sécurité. Les FMO n'ont pas été informés. Ça, à qui les faut? Les FMO, la science infuse, Fabrice. Qu'est-ce que vous raisonnez comme ça? Mais nous sommes dans un cas... Écoutez, vous permettez. Who has the fault? It's whose fault? Nous sommes dans un cas de figure. Nous sommes dans un cas de figure. Nous comprenons là où vous voulez aller. Je suis un peu... Continuez. Allez-y, frère. Je suis très admiratif du courage qui vous amène dans ce débat politique. Mais j'ai peur que vous soyez instrumentalisé. Où en sommes-nous avec les armes qui avaient été saisies dans vos ambulances? Ces armes allaient faire quoi? Allaient ravitailler qui? Les forces de maintien de l'ordre? Ou alors ce que vous voulez défendre sur ce plateau ce soir? Il faut faire attention. Nous sommes dans une problématique. Nous sommes dans une problématique assez sensible. Les ambulances de votre fondation. Les ambulances de votre fondation. Nous voulons bien savoir. Maybe if you have your lawsuit, make a declaration, assume the responsibility. Assume the responsibility of your declarations. Par rapport à l'humilité dont parlait Didier tout à l'heure, je voudrais rappeler, le père de votre fondation a été invité au grand dialogue. Où était-il? Qu'a-t-il fait des résolutions? Monsieur Djoumissi tout à l'heure, son parti a été invité au grand dialogue. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils ont décaissé, ils ont perçu l'argent pour la participation, mais ils ne sont pas venus. Ils ont boycotté le grand dialogue. Donc lorsque vous avez en face des concitoyens comme cela... Donc payer pour venir au grand dialogue? Non, la participation, les déplacements, les frais de... Ils ont donné des conditions. Vous avez la preuve que nous avons déjà... Je vais vous poser des déclarations. Moi, je ne sais pas si vraiment c'est lui l'enquêteur. C'est toi l'enquêteur de votre parti. Vous faites les enquêtes sur les autres partis, sur l'activité politique au Cameroun. Là où vous vous cachez, c'est là où nous dormons. Là où vous vous cachez, c'est là où nous dormons. That's why I said that bring your evidence. Don't just make declarations here. En termes d'information, en termes de renseignement, le Cameroun est l'un des plus grands pays au monde. Wow. Il fait partie des 5 grands pays de renseignement dans le monde. Donc tout ce que vous faites pour créer du trouble, pour s'aimer du trouble, pour s'aimer du désordre, le temps vous est encore donné pour rejoindre le camp de la République, de la réconciliation. Donc, vous aimez bien prôner. Donc, il est important, pour répondre à la question de Serge Alain Toul, qui va payer?
Je voudrais bien Est-ce sur qu'on ce plateau, doit payer? nous Qui avons... doit payer? Mais vous avez suivi l'intervention de Maître tout à l'heure. Il me rappelle que Survival avait à son compte quelques milliards de francs, je ne pense pas qu'ils sont déjà épuisés. Ils peuvent venir à la rescousse de cela, parce que vous plairez la guerre. Ce serait une forme de participation. Mais l'État prend toutes ses responsabilités. Et je pense que, au vu de l'appel qui a été lancé par ce théoriste que je ne vais pas citer ici, c'est une forme d'escroquerie bien organisée, comme on en voit ailleurs. Donc, je pense que l'État va prendre toutes les dispositions pour que, s'il faut sauver la vie de ses compatriotes et leur donner ce qu'ils demandent, je pense que l'État le fera. Comme il l'a souvent fait par ailleurs, mais il ne fait pas la publicité. Parce que ça, il ne faudrait pas que ça devienne monnaie courante, qu'effectivement, quand on a kidnappé, l'État peut donner l'argent. Donc vous dites que l'État a souvent payé Non, je dis qu'il ne faudrait pas, même si l'État va le faire, mais il ne le dira pas. Pour sauver ses compatriotes. Il ne viendra pas dire à une chaîne de télé qu'effectivement, je vais payer la rançon. Donc ils vont collaborer avec ceux que tu appelles les terroristes pour donner l'argent pour sauver les citoyens. Mais je suis en train... Non, tu as déjà déclaré, c'est ce que tu dis. Non, ils vont faire, mais ça ne va pas être public. Je dis même merci si... beaucoup pour l'informer. Je ne parle pas au nom de l'État. Non, merci beaucoup. Je vais citer, je vais vous citer. Je ne parle pas au nom de l'État, je donne l'avis d'un... Non, mais tu parles au nom de partis politiques et au pouvoir. Monsieur, apprenez à lire les non-dits politiques. Apprenez à lire les non-dits politiques. Vous êtes là sur un plateau politique, on débat politique. Tout ne se dit pas. Okay. Vous avez 6 compatriotes qui ont été kidnappés. Ils sont en danger, leur vie est en danger. Un d'eux a été assassiné. Vous voulez que la position de l'État, c'est quoi? C'est dire, l'État doit négocier pour sauver même ceux qui seront kidnappés après-demain. C'est pour ça qu'on dit une négociation est importante maintenant pour faire fin à la guerre. Oui, c'est pour ça que vous n'avez jamais donné suite à vos ambulances qui avaient été quittées, avaient été arrêtées. Non, laisse ça. Non, voilà, permettez, Maître Djoumbissi, sur la rançon. Oui, comment ça peut se passer pour sauver la vie, sauver la vie des 5 autres? Je pense que votre plateau est tellement sérieux qu'on ne doit pas venir ici faire de la jactance. Parce que j'entends ici César Ngomo du RDPC dit que le MRC a déchargé de l'argent pour participer au grand dialogue. Vous n'avez pas déchargé pour votre participation au grand dialogue. Vous avez la preuve. Donc vous avez corrompu les gens pour participer. C'est ça que vous voulez dire. Vous avez demandé d'exiger les frais d'hôtel, les frais de participation. Donc vous avez corrompu les gens pour participer. C'est ce que vous avez demandé. Vous avez corrompu alors les gens pour participer. Et ça vous a n'est-ce pas? Vous avez corrompu les gens pour participer. J'ai dit tout participant avec droit à un kit, oui ou non? Ça a été tout participant avec droit à un kit, c'est une forme de corruption? C'est vous-même qui le dites. Tout participant avec droit à un kit, c'est une forme de corruption. C'est vous-même qui le dites. Je demande si c'est une forme de corruption. C'est vous-même qui avez dit que vous avez payé les gens pour participer. Est-ce qu'un kit de participation, est une corruption n'a jamais été associé à cette mascarade-là? Vous avez compris? Vous avez posé une mascarade. Et aujourd'hui, vous voyez l'échec. C'est pour ça que la guerre continue. Oui. Comme vous voyez tout à l'heure à photo derrière a été corrompu, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire? C'est ce que vous avez dit. Il a été corrompu. Mais je vous dis que ce dialogue a échoué et il faut faire le vrai dialogue. C'est ce qu'on vous demande de faire. Le dialogue est inclusif. C'est ça qui peut régler la crise. Quels sont les éléments qui vous permettent de dire qu'il a échoué? Bien sûr. Mais on est en train d'avancer. La guerre continue. La guerre a presque continué à dire. C'est pour ça que vous allez agiter encore. C'est pour ça que vous faites la propagande. Vous faites la mauvaise propagande pour manipuler les consciences et indiquer est-ce que nous ne connaissons pas les temps d'Akabé? Je vous ai donné la parole. Est-ce que nous ne connaissons pas les temps d'Akabé? On va revenir, on va continuer un peu. Je vous ai donné la parole, Maître Djoumbissi. Vous avez choisi de nous ramener au grand dialogue. On revient après le journal de Julien Berthe Bissaï. D'abord, une page de pub. Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est le temps du débrief. Deuxième partie, toujours avec Honoré César Ngomon, Didier Yimkwa, Fabrice Lena, Maître Fidèle Djoumbissi et Padi Assanga. Bonsoir une fois de plus. Laurent Koudou Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire jeudi dernier, le 17 juin. Et première apparition publique, c'était à l'église catholique qu'il retrouve après un passage chez les évangélistes. Quelle signification pour vous? Monsieur Serge Alain Autou, cette anecdote dit beaucoup de choses aux Africains. And let me say it in English. Laurent Gbagbo, who's an international socialist, who is a friend and brother of the chairman,
has gone to the Catholic Church and they have recognized him as a saint of peace. In the likes of Christian Cardinal Tumi, who you can see here behind me. This is the same person who was trying to reconcile Cameroonians. He is the one who guaranteed our return to Cameroon to be present and to represent our opinions. He told me personally, and all of you know I don't hide it from anybody, that he and the chairman Fundi are the people who said, call your brothers and let's sit down and talk, because the white boys will not help you. They have their interests. So Laurent Gbagbo is a symbol, it's a political symbol, and now the religious leaders in Ivory Coast are recognizing him as a symbol for reconciliation. But the unfortunate thing with Cameroon is that our symbol, who was the Christian Cardinal Tumi, and the chairman Frundi, is sick. Chairman Frundi is going to leave Cameroon anytime soon for medical necessities. But one thing I want to make here clear is this, that these two personalities that you see behind me, Serge Alain Otu, they said, let Anglophones sit down and talk. Can we put sanity in this thing that we are striving for? The cardinal said to our Anglophone brothers, let's sit together and have a preparatory conference so that when we will meet the government of Cameroon as a political entity, not as a religious group, because within that Anglophone extraction, you also have people who think like Mr. Biya, you have the Atanganjis, you have people like myself, and you have Christians, you have laïcs who don't belong to any political denominations. So Laurent Gbagbo in Côte d'Ivoire incarnates that entity, and the cardinal and the chairman Fundi, they have told you that that is the way forward. You will never have a Cameroon when you don't respect everybody's opinion. It is not the highway, the only way, but it is a consensus that will come out from such a meeting. And I believe that the Anglophones still have that leverage, despite the fact that Anglophones are killing Anglophones. And I want to tell you something here concerning the kidnappings and the killings of regional delegate or divisional delegates in Ndian. Serge Alain Otu, the person who was killed, it is not Paddy who is talking. You people are journalists. Go do your investigations. 10 Kobo received millions of francs to kill his rival. And those who are still alive, somebody is there in the diaspora telling them that they should kill them because that is going to cause an international uproar that is going to bring the diaspora to come and sit on the negotiation table. But that person who was speaking on that video, in that audio, I know him very well. He is a German Cameroonian who left Germany and went to England. I don't want to call his name. You journalists should do your investigations. And I think that Cameroonians should sit up, Francophones like Anglophones, and say enough is enough. And we should encourage the Anglophone to have some kind of an intra-Anglophone dialogue. What Cardinal Tumi proposed, what Monzo proposed, what Ayapol Abine proposed, and then we'll come and sit down with the Francophone extraction of Cameroon and tell them that this is where our shoes is paining and this is the concessions that we can make. I think I would have told you where the way forward, and if you have any other questions, I'm still on your platform. Thank you for having me. Merci Paddy. On va d'abord rester sur cette apparition publique de Laurent Gbagbo, DJ Imkwa. Pour vous, qu'est-ce que il y a tout un symbole, la remise d'un chapelet blanc par le cardinal d'Abidjan Jean-Pierre Coutois, et qui lui dit ceci: le train de la réconciliation est sur les rails, mais il faut que le train aille jusqu'à la gare de la paix. Serge Alain Otu, dois-je revenir sur l'éloge que j'ai fait à l'entame de l'émission. À l'entame de l'émission à Babou. Voyez-vous, il représente aujourd'hui l'espoir de l'Afrique, la renaissance africaine.
Laurent Gbagbo rentre dans son église d'antan, comme on l'a appris. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo gagne en rentrant à l'église catholique? Qu'est-ce que l'église catholique gagne en accueillant Gbagbo? C'est une analyse politique. Parce que Laurent Gbagbo est un homme politique, il a un agenda. Depuis qu'il est arrivé dans son premier discours, il ne parle que de la réconciliation, mais dans un agenda. Mais il faut interroger le rôle de l'Église catholique dans les pays négro-africains, surtout francophones. L'Église catholique ne s'est jamais éloignée du pouvoir politique. L'Église catholique a toujours influencé les mécanismes de dévolution du pouvoir. Si vous prenez l'histoire du Cameroun, vous verrez qu'à un moment donné, l'Église catholique a joué un rôle éminent. Donc, Laurent Gbagbo, dans la construction de rapports de force, parce que nous sommes là dans un pays où il y a 2 présidents, vous avez un président légal, évidemment, c'est M. Ado, vous avez vous avez un président légitime. Je ne voudrais pas que ça crée de friction. Le président Ouattara est président de Côte d'Ivoire. D'accord, ce que j'ai dit, je n'ai pas de légalité. Non, vous dites que 2 présidents. Non, il y a eu une élection. C'est quand même une marque de gros caïmans, il faut faire attention. Oui, mais le président Laurent Gbagbo n'est pas président. Laurent Gbagbo, qui rentre dans l'église catholique, c'est une grosse prise pour l'église catholique. Il aura, dans la construction du rapport de force, il aura besoin de l'église catholique pour dérouler son programme. Il a un agenda politique, qu'on le veuille ou non. Il aura besoin de l'Église catholique pour dérouler son programme. Mais il y a malheureusement, je serai obligé d'entrer dans sa vie privée. Nous n'allons pas vers la cassure avec certains parleraient de divorce avec Simon, parce qu'évidemment c'est Simon dans l'histoire de Laurent Gbagbo, dans sa trajectoire, c'est Madame Simon qui l'avait amené dans cette église-là. Et on a vu les conséquences, parce qu'à un moment donné, Laurent Gbagbo était presque fermé à tout débat politique. Il était presque à l'extrême. Il ne voulait rien écouter, malgré le fait qu'il restait toujours un homme humble. Donc moi, voilà comment je vois ces choses-là. Et si tu me permets, je peux revenir sur les problèmes d'otages. Oui, on fait d'abord le tour. On écoute d'abord les autres. Merci. D'abord, Fabrice Léna. Laurent Gbagbo, pour vous, qu'est-ce que l'Église catholique gagne en accueillant Laurent Gbagbo? Well, I think to say what the Catholic Church in Ivory Coast gain, it is a man of caliber and timber. He's an African leader of example, of courage, of resilience. That has the man has supported tough moments of political persecutions, and he reflects the Catholic value of peace, reflects the Catholic value of reconciliation. And I think it will be an honor for the Catholic Church to take him to the church and make it a public show that they have welcomed a man of peace, and perhaps organize some sort of reconciliation, because the Catholic Church, like he tried to say, have a lot of connection with the power with the people in power. So if they communicate with Gbagbo, they can communicate with that in power, and then maybe the president in power can try to call now for a national reconciliation meeting of former presidents, statesmen, personalities, and then make Ivory Coast an epitome of Francophone Africa politics of inclusiveness and management of people. So I think that is the little analysis I can make as far as that is concerned. And I think that it is a lesson for us Cameroon, because in Cameroon we have never experienced an ex-president living together with a living president, and we are moving towards transition in this country. We should learn to be tolerant. We should learn to accept other people. We should learn to live in a society where you can be in power and disagree with somebody in the past, agree with the person in the present, and say that, okay, it's time for us to look our differences behind and look at the future of our country, see how we can reconstruct the country and make it to move forward. So it is Laurent Gbagbo's appearance is a lesson for Cameroon leaders
and for the Catholic Church in Cameroon to stand for the people's leader and those in power to reconcile them and move to the path of peace. Voilà, Honoré César Mbongo, pour vous, le président Gbagbo, il avait intérêt à retourner. Qu'est-ce qui peut, selon vous, l'avoir motivé à rentrer, on va dire comme ça, ses premières amours? Je pense qu'il y a beaucoup de symboliques. Pourquoi maintenant? Vous savez, il sort d'une longue expérience carcérale et je pense qu'il lui a plongé dans une profonde méditation et il a en face de lui un chemin. Comme l'a dit l'évêque, le train de la réconciliation. Je pense que c'est l'une des principales préoccupations qu'il a aujourd'hui. Et il faut souligner, pour ceux qui connaissent bien l'histoire de M. Laurent Gbagbo, son modèle politique n'est nul autre que le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Son modèle politique. Non. Et en toute humilité, ceux qui savent lire entre les lignes, je pense que il reconnaît qu'il y a des actes ou des choses qu'il n'aurait pas pu faire par le passé. Et ceci a endeuillé la Côte d'Ivoire. Même pas dû à son appartenance même pas de par son fait, mais du fait des luttes du pouvoir. Ce qui est arrivé. Je pense que le geste que nous venons de vivre, il aurait pu faire une apparition politique dans un meeting, dans une conférence de presse, mais il a choisi l'Église. Il a choisi l'Église. Et ça a toute sa symbolique. Sa première apparition dans une église, laissons d'abord l'appartenance. Je pense que ça a toute sa symbolique. Et la conclusion de l'évêque aujourd'hui, c'est ce que tout citoyen africain a besoin. C'est ce dont nos théoristes du côté du nord-ouest et du sud-ouest, je pense, ils en ont besoin. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important, lorsqu'on met Dieu au centre, si tu bâtis sans, je pense que c'est la parole de Dieu qui le dit, si tu bâtis sans Dieu, tu bâtis en vain. Et Laurent Gbagbo aujourd'hui, il est l'espoir de toute une génération qui rêve assurer des transitions paisibles, sans bain de sang, sans chassement, comme veulent nous amener certains partis politiques, en toute démocratie. Aujourd'hui, il reflète cette humilité, ce travail. Et je pense qu'aujourd'hui, il fait croire, il fait voir aux yeux du monde entier, il n'y a rien de plus précieux que la paix. La guerre détruit, la guerre divise, la guerre endeuille des familles. De toutes les façons, la guerre ne construit nulle part. Aujourd'hui, il est un symbole. Il est un monument qui portera qu'un seul nom, la paix. Aujourd'hui, je pense que par sa présence, par le geste qu'il a posé hier en faisant son apparition dans une maison de Dieu, et je pense que c'est un exemple qu'il faut copier, et il s'adresse à tous les leaders politiques, qu'ils soient de la société civile, qu'ils soient des partis politiques, que rien ne peut se bâtir sans mettre Dieu au centre. Ce n'est pas le fait d'être qu'il soit allé dans une église qui fait en sorte qu'il ne soit pas l'enfant de Dieu. Mais je pense que la symbolique aujourd'hui de son apparition à la cathédrale, l'église catholique, tous ont apprécié, musulmans, athées, bouddhistes, tout le monde a apprécié.
Et c'est cette symbolique que nous devons retenir. Il ne faudrait pas qu'on nous amène dans un débat religieux qui contribuera de plus en plus à nous diviser. Il faudrait qu'on reste dans une construction où tout être humain, même les Amazoniens, même les terroristes, quand ils parlent de poser des bombes, ils crient Allah pour. Tout le monde appelle Dieu. Même le bandit, quand il part pour pouvoir kidnapper, pour soutirer ton porte-monnaie, il prie Dieu de lui venir au secours. Donc, la symbolique ici, ce n'est pas de pouvoir connoter sous forme d'appartenance religieuse. Je pense qu'ici, le Dieu qui est appelé par tous les Africains par ce geste qui a été posé hier, c'est le Dieu de la paix, le Dieu d'amour. Ok, merci. Maître Fidèle Doumbissi, depuis que Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, il y a le terme réconciliation qui le suit partout. Et c'est comme a dit son fils Michel Gbagbo au micro de notre reporter sur place, Cédric Noufélé, à Grand Bassam, du côté de la Côte d'Ivoire. Il pense que son père est un maillon essentiel pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est votre avis? Oui, je vais parler en tant que catholique de l'Église catholique romaine. Oui. Il y a un autre événement qui n'a pas attiré beaucoup d'attention. Il y a Blé Goudé, son co-détenu et son compagnon de guerre, son ancien ministre de la jeunesse, de la jeunesse, qui s'est fait baptiser la semaine dernière à l'église catholique à Bruxelles. Oui. Donc, l'église catholique récupère ses... Ce n'est pas une récupération. Ses ouailles? Non, je dis récupère ses ouailles qui, à un moment, sont partis, c'est ça? L'église catholique est une grande église. Oui. C'est une église universelle. C'est la mère des églises. C'est une église universelle. Il faut rappeler que Laurent Gbagbo est resté chrétien. Parce que même s'il va chez les évangéliques, il change seulement de chambre. Oui. Parce que nous parlons de l'œcuménisme. Lorsque nous voyons toutes ces églises avec pour base le christianisme. Et qu'il y a eu cette division depuis la réforme avec Luther, avec les 995 thèses placardées. Le 31 octobre, l'église de Wittenberg. Le 31 octobre 1517. Les 595 thèses. Les 95 thèses. Exact, sur lesquelles il marquait la différence avec l'église catholique romaine. Et qu'il y a eu ce courant évangélique qui a pour fondement seulement l'évangile. C'est pour ça qu'on les appelle les évangéliques. Donc le fondement, la source de l'évangile, c'est la révélation. Alors qu'à l'église catholique, on a pour source la révélation, la tradition et le magistère. Donc qu'est-ce qui explique donc ça? Voilà pourquoi j'ai dit le retour des ouailles dans l'église catholique. Je pense que aujourd'hui, parce qu'à un moment ils sont partis, il faut le reconnaître. C'est ça. Laurent Gbagbo et son compagnon Blé Goudé sont dans la démarche de la renaissance spirituelle. Oui. Parce que, comme César a dit tout à l'heure, ils ont passé beaucoup de temps en prison, ils ont médité. Oui. Et ils auraient compris que le chemin spirituel qu'ils avaient changé à un moment donné n'était pas le bon. Maître, il faut revenir maintenant à la chambre de départ, c'est-à-dire dans l'église catholique, et retrouver les valeurs de l'église catholique pour la suite du combat politique. Et comme vous avez remarqué que même si Didier dit que l'église catholique n'a jamais été loin du pouvoir, mais il faut, je dis pas que c'est pas faux, mais il faut aussi relever que l'église catholique en Afrique a beaucoup œuvré pour la paix. Vous vous souvenez, lors des conférences nationales des troubles, il y a beaucoup de... On a confié aux cardinaux, des évêques qui ont... Congo, exact. De Souza au Bénin. Exact. Donc l'église catholique a joué n'allons pas dans ce débat-là. On sait comment aussi l'église catholique s'est installée. Pour moi, il était judicieux, pour un africaniste, de nous rejoindre, moi qui crois au Khan, pan-africaniste et kémite. Parce que c'est un peu, c'est un peu paradoxal. Je lui réponds. La spiritualité. Non. Je lui réponds. Permettez à Maître Doumbissi d'aller jusqu'au bout de ça. Je lui réponds. C'est un débat. Non, Didier. Non, c'est pas ça. Non. Il faut comprendre. C'est ma façon de voir les choses. Mais nous qui croyons au crâne, nous qui faisons l'hindouisme, l'hindouisme à Bamako, nous sommes tolérants. Donc je voudrais juste. C'est un discours contradictoire.
Pour un panafricaniste qui croit qui est kémite, ça veut dire qui croit au retour, ou bien, oui, au retour, peut-être en Égypte, peut-être pas au retour, mais il faut revoir. Parce que c'est ça le panafricanisme. Il eût été judicieux pour Laurent Gbagbo Koudou de nous rejoindre. Mais on ne lui fait pas un procès. Parce que vous avez dit quelque chose de très important, l'écuménisme. Nous qui font le ndouisme à Banganté, nous ne sommes pas fermés à l'écuménisme. Parce qu'en fait, il y a un Dieu qui est un être suprême. Non, si vous faites l'hindouisme ou bien l'hindouisme, ce n'est pas le communisme, ça. Le communisme, c'est toutes les religions qui ont pour base le christianisme. Ah bon? Oui, c'est ça le communisme. Donc si c'est ça, alors je retire. Merci, bon, si on veut parler de ça, on parle. Non, je me retire. Je ne suis pas assez. J'ai pas assez de ressources pour aller dans ce terrain. Non, si le communisme, c'est la chrétienne. Le communisme concerne seulement les chrétiens. Ah, d'accord. Toutes les religions qui ont pour base le christianisme. D'accord. Et on peut, si on va étendre à d'autres religions, on parle de dialogue interreligieux. Tout à fait. Si on sort du christianisme pour aller à l'islam, par exemple, il y a des concertations avec d'autres religions. Donc le christianisme fait des concertations. Oui, je voulais parler du recours à l'Égypte, pas du retour. Alors, nous pouvons faire la concertation avec vous. Et c'est là où on parle de dialogue interreligieux. Tout à fait. Donc, je veux dire que Laurent Gbagbo rentre à l'Église catholique pour retrouver ses valeurs. Et comme il a annoncé que lui, il sera prêt pour contribuer à la réconciliation dans son pays. Et vous avez entendu l'évêque qui a célébré la messe dit qu'il compte sur lui pour que le dialogue soit fructueux et pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. Donc l'Église catholique est pleine de trésors en ce qui concerne les valeurs de paix. Donc nous pensons que c'est pour ça que Laurent est rentré dans cette église-là. Voilà, vous vouliez parler de... Oui, ces délégués départementaux rapidement. Oui, je voulais parler de la prise d'otages. Oui. Ces gens-là autour, les spécialistes de la polémologie. La polémologie, c'est la science de la guerre. Nous renseignent que la prise d'otages poursuit deux objectifs. Le premier objectif, c'est le financement pour l'achat des armes. Je ne sais pas si avec 50 millions pour acheter les armes, il faut acheter les remèdes, il faut acheter les chaussures, les habits, il faut acheter de la nourriture, les médicaments et surtout la drogue. Parce que tous ces jeunes qui vont commettre ces assassinats-là sont enivrés de drogue. Ils sont endoctrinés, ils sont enivrés de drogue. Bien avant cela, vous avez des gourous qui leur ont promis ciel et terre, mais aujourd'hui, malheureusement, les couloirs de financement sont en train d'être asséchés. Donc, il y a aussi un deuxième objectif, il ne faut pas l'oublier. La crise colombienne, même si là-bas elle était beaucoup plus idéologique, alors qu'ici c'est une crise identitaire, nous renseigne que la prise d'otage peut être aussi la construction d'un pont de dialogue. Et en ce moment, je pense que le chef d'État venait de nommer 2 médiateurs qui peuvent faire le travail. Parce que, voyez-vous, je ne voudrais pas rentrer. Lorsqu'on parle d'otage, il faut prendre de la distanciation, parce que c'est la vie des gens. Il faut faire beaucoup de distanciation. Est-ce qu'il faut payer ou pas? C'est des questions fermées, vicieuses. Il faut aborder ce questionnement avec beaucoup de distanciation parce qu'il s'agit des vies humaines. Donc moi, je pense que le chef d'État a nommé 2 médiateurs qui peuvent faire le travail, mais aussi il y a des légitimités qui ne se décrètent pas. Je prends le cas, par exemple, du chairman John Fondi. Moi, je suis convaincu que plusieurs fois, il a été arrêté. Il peut faire ce travail de dialogue, pourquoi pas. Nous avons perdu un autre influenceur, son éminence, le cardinal Toumi. Je pense qu'il est temps de mettre un certain nombre d'influenceurs dans ce genre de rôle-là pour que ces fonctionnaires-là retrouvent leur famille. C'est la grande criminalité peut-être. On dit ça depuis, mais c'est depuis qu'on demande. Oui, nous sommes sur le plateau. J'espère qu'en face de ceux qui sont à Yaoundé nous écoutent. Parce qu'il faut utiliser des c'est les mêmes mots qui reviennent depuis, et même avant la mort du cardinal Toumi. Vous savez, c'est mon discours. Je suis resté cohérent parce que je préfère ne pas politiser ces histoires d'otages parce que je condamne, d'autres n'ont pas condamné ici. Vous pensez qu'il faut nommer quelqu'un? On a déjà nommé 2 médiateurs. Non, vous parlez du
Ni John Frondi. Oui, je crois. C'est un influenceur. Oui, je pense. Il faut aller parce que c'est des Camerounais. C'est pas des Camerounais qui ont pris en otage les Togolais ou les Béninois. Oui. C'est des Camerounais qui ont pris d'autres. Donc Camerounais. il faut négocier. Il faut discuter. C'est ça que je dis que le deuxième objectif, ça peut être un pont ça peut être un pont de dialogue. Ça peut être. Il faut décrypter. Dans la polémologie, il faut savoir décrypter les représentations. Il faut savoir décrypter les figures. Vous comprenez? Donc, il faut éviter de tomber dans la condescendance, dire qu'on ne va rien faire. Mais c'est des familles qui sont aujourd'hui en train de souffrir. Imaginez que c'est mon petit frère, mon souvenir, qui a été pris en otage. Je ne serai pas dans les mêmes dispositions psychologiques que les autres panélistes. Donc, il faut comprendre cela. Donc, moi, je pense que lorsqu'on a la chance, et même le privilège, d'avoir des personnalités comme John Frondi, qui à un moment donné, parce qu'il faut le dire, il faut le rappeler à certaines personnes ici, qu'en 1990, ce monsieur au sommet de la gloire, il aurait pu faire basculer le Cameroun dans le feu, dans la GN. Il lui fallait juste quelques mois. Il y a des leaders politiques aujourd'hui qui lui en veulent parce qu'il a refusé de prendre les armes pour revendiquer sa victoire, entre guillemets. Donc je pense qu'il garde encore une certaine légitimité. Merci. Le gouvernement peut l'utiliser, c'est un Cameroun. Rapidement, 30 secondes chacun, oui. On sort de l'émission. Oui, il faut relever que... Qu'est-ce qu'il faut faire pour venir libérer les délégués encore en vie? Qu'est-ce qu'il faut faire? La responsabilité incombe aux gouvernants, à ceux qui sont au pouvoir. Il vous souvient qu'au début de la crise de Boko Haram au nord, le gouvernement s'est battu pour aller récupérer les otages français qui étaient entre les mains des ravisseurs de Boko Haram. Et également, des Camerounais même. Oui, et également, je pense qu'il y avait la femme du ministre Amadou Ali qui était en otage et le gouvernement a déployé les moyens pour... c'est ce qu'il faut pour les délégués du Ndian. Exact, il faut la même démarche pour les récupérer, sinon c'est le gouvernement est responsable de la situation. Parce qu'il continue à entretenir la guerre. Fabrice Léna, rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire pour les 5 délégués encore en vie, ainsi que le chef de la division des impôts? Before coming down rapidly, I just want to tell my brother that nous sommes à la fin de l'émission, je vous en prie. Let me just take this to the CBDM regime, please, what will help us for us to advance is not to call some other people terrorists. Cameroonians are watching you. There is never a war in the history of human existence without dialogue at the end. The end is dialogue. The government can use the situation of the kidnap of the delegates to start initiating the process of dialogue. So when you go, tell your government that it's important that we sit in a round table and discuss the basis of living together. Without that, you're wasting your time. They will never have control. Merci. Honoré César Ngomon, qu'est-ce qu'il faut faire là pour les 5 délégués, les 4 délégués et le responsable des impôts du Ndian? Ce qu'il faut faire, ce n'est pas de venir réciter les cours. Non, je vous en prie, si vous ne voulez pas, on va en bout. Vous voulez pas répondre pour les 6, les 5 qui sont en vie, oui. L'État... Pour négocier, comme on a souvent fait avec Boko Haram. L'État va plus que négocier. L'État va plus que négocier. Je pense que l'État n'a pas intérêt à perdre un citoyen de plus dans cette situation-là. Mais je pense que la chose la plus pire que l'État ne ferait pas, c'est de donner de l'argent encore pour approvisionner, nourrir ces réseaux-là. Je pense que depuis l'État est en négociation pour pouvoir pallier, trouver une solution pour que ces 5 délégués soient libérés. Et nous ne pouvons que souhaiter, et nous allons tout simplement dire aux ravisseurs de pouvoir savoir rebousser chemin, que c'est des compatriotes qui puissent vraiment être dans les dispositions afin que ces pères de famille retrouvent leur famille. Voilà, on va terminer avec Padi Assanga. Padi Assanga, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les 4 délégués retrouvent la liberté? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut négocier. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Rapidement, on sort de l'émission. C'est Jalin autour. Vous avez suivi les pénalistes parler de l'initiative du cardinal Christian Toumi. Vous avez suivi les panélistes parler de John Frondi. Le préalable, c'est que il faut que les anglophones se retrouvent et ils se pardonnent entre eux parce qu'il y a des crimes qui ont été commis parmi des anglophones. L'anglophonie, ça c'est après, c'est trop loin. Qu'est-ce qu'il faut faire pour libérer les délégués là? Oui, il faut que le gouvernement camerounais
commencent à résoudre les vrais problèmes. Vous avez suivi ce qu'ils ont demandé. Ils ont préconisé qu'ils vont garder les gens là même pendant 3 mois, 6 mois. Donc, il faut un dialogue avec, appeler les anglophones, de se parler entre eux et de déterminer ce qui va être les médiateurs, comme on vous a dit dans votre panel. Ils ne vont pas être libérés. Certains sont en train de demander qu'on les tue. D'autres disent qu'il faut demander 1 milliard. D'autres ont eu à demander plus de 50 milliards. Il y a des groupes séparatistes qui ne se parlent même pas entre eux. Il faut qu'on soit véridique dans ce sujet-là. On ne sait pas. On a déjà tué une personne pour donner un signal. Et on sait que celui qui a été tué, il a été tué parce que dans le système, il y a déjà son successeur. Il y a quelqu'un qui avait son macabo, qu'on dit en camerounais, dans le langue commun camerounais, qui a payé le gars Tenkobo pour qu'il le tue. Donc, pour sauver les vies de ces gens-là, il faut que la communication gouvernementale soit forte pour dire qu'on va encheminer, on va aller dans le sens de Christian Cardinal Toumi et que, comme Fundi avait dit, que les anglophones... Merci, Padi Asanga. Merci beaucoup pour cette intervention, une fois de plus, depuis Hambourg, en Allemagne. Merci, Honoré César Ngomon. Merci, Didier Imkwa. Thank you, Patrice, for coming. Fabrice. Merci, Barista... Dumbessi, voilà. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de ce numéro et qu'il en soit. Bonsoir et Kondo Titi.